Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour la présentation qu'on va vous faire, Marie-Josée et moi, sur des changements très importants qui sont arrivés sur les mesures fiscales, les crédits d'impôt à l'innovation lors du dernier budget qui a été présenté le 25 mars dernier. Vous êtes connectés tôt et c'est plus facile maintenant en 2025. Je suis bien content de voir la quantité de participants ce matin. On va probablement être plus de 50 entreprises sur la ligne. C'est très positif. Plus facile de faire maintenant des déjeuners que des 5 à 7. Et en tout cas, on est bien content de votre confiance et de vous avoir parmi nous. Je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer un petit peu le déroulement de la présentation. Au passage, cette présentation-là sera envoyée aux participants, que vous les ayez dans vos documents, si jamais vous avez besoin de vous y référer à un moment donné. On a essayé, Marie-Josée et moi, les changements à des mesures fiscales, ça peut vite être très compliqué. C'est des mesures qui relèvent donc de la loi fiscale avec, avec des terminologies assez lourdes, assez compliquées, avec des calculs qui sont détaillés sur plein de cas particuliers. Alors nous, on a fait une synthèse pédagogique. Vous comprendrez aussi que le document, la présentation aujourd'hui, elle a vocation à vous faire comprendre les grandes lignes. Comment ça peut vous toucher, comment ça peut vous toucher vos opérations, vos cash flows, vos investissements. Et c'est une synthèse, euh, je dirais, assez avancée des mesures du budget. Donc, si, quand bien même que vous ayez cette présentation-là dans vos registres après, si vous avez des questions sur des points plus précis, revenez vers nous. Il nous fera plaisir de vous renseigner dans ce sens-là. Euh, J'aime bien dire que depuis les années où je suis dans l'industrie, ça fait plus de 15 ans maintenant, je vous avoue que j'étais pas très assidu sur les changements au budget parce que les changements au budget en tant que tels nous amenaient assez peu de changements en fait. C'était des choses relativement mineures et en réalité, année après année, j'étais moins enclin à être là le soir même, à attendre les changements parce que souvent on était assez déçus. À l'inverse, le matin du 26 mars où je me suis réveillé avec mon café, j'ai regardé ce qu'étaient les changements au budget provincial du 25 mars. Là, j'ai pris 2 minutes de réflexion parce que je me suis dit, c'est des changements que j'ai jamais vus qui sont majeurs. Non seulement il y a des changements dans les taux, il y a des changements dans la nature des dépenses qu'on va pouvoir réclamer à différents programmes, mais on voit aussi il y a il y a une tendance, il y a une idée derrière les décisions politiques et des décideurs. Et c'est important, outre de vous mettre à jour sur qu'est-ce qui change dans ces programmes-là, de vous faire comprendre ce que les décideurs et les politiques attendent des entreprises qui vont aller réclamer ces mesures-là. La présentation sera séparée en deux aspects. Moi, je vais m'occuper plus du CRIC, donc qui est finalement la mesure qui va remplacer la RSCDE au Québec. Et Marie-Josée va faire une mise à jour pour le crédit d'impôt aux affaires électroniques. Dans l'ensemble du panel d'invités qu'il y a ce matin, vous avez une ADN d'entreprise très différente. On a des gens en technologie de l'information qui vont être très touchés par le CDAE, des gens mais qui vont être un peu moins touchés par les changements au CRIC. Vous avez des gens qui viennent du milieu manufacturier innovant, développement de produits, qui vont être très touchés par ce qui se passe au CRIC, un peu moins par le CDAE. Donc, on espère en tout cas que tout le monde devrait y trouver un intérêt. On a fait une première version de cette présentation hier. J'ai pris aussi un peu de temps. Ce n'était pas annoncé, mais il y a des changements absolument très importants et là qui ne sont pas budgétaires, mais dans la façon dont les vérifications fiscales s'opèrent en ce moment sur les crédits d'impôt. Donc, je vous referai après, je reprendrai la main après Marie-Josée, vous refaire un petit point là-dessus. Donc, s'il n'y a pas de questions, d'intervention demandée, Joël, est-ce que c'est clair de ton bord? J'aurais embrayé sur les changements au CRIC. C'est parfait, allons-y, On y va? on y va. Good. OK. Euh, je vais faire un retour sur le crédit d'impôt à la RSCDE, qu'on appelle communément entre nous le crédit d'impôt à la R&D. C'est un crédit, évidemment, je vous connais tous quand je vois les noms des gens enregistrés sur la ligne. Tout le monde réclame ici ou connaît le programme de RSCDE, de recherche scientifique et développement expérimental. C'est un programme
qui relève avant tout du fédéral. C'est un crédit qui vous est octroyé en deux parties. Une partie qui vient, les 2 tiers du crédit, je ne rentrerai pas dans des pourcentages détaillés, mais les 2 tiers du crédit sont octroyés par le fédéral et le provincial vient de vous donner à peu près le dernier tiers de crédit en s'appuyant d'ailleurs sur la décision du fédéral. Il y a un lien très fort, c'est le même programme, c'est les mêmes critères, cela relève de la même loi fiscale, l'analyse des dépenses est faite sur la base de ce qui est édicté par le fédéral. Donc, c'est un programme finalement, c'est le même programme pour les 2 paliers de gouvernement et le Québec se repose essentiellement sur les décisions dans une réclamation qui sont sanctionnées par le fédéral. Le premier changement, même philosophique très important, c'est que le Québec a décidé d'administrer sa portion de crédit d'impôt à la R&D de façon autonome. Donc, le crédit à la RSCDE au Québec va disparaître et laisser place à un nouveau crédit qui s'appelle le CRIC, qui est le Crédit à la recherche, innovation et commercialisation. Donc, finalement, le Québec va sortir du programme de la RSCDE, construire son autonomie et proposer un incitatif fiscal à la R&D qui va être édicté et suivi selon les critères maintenant du CRIC et plus nécessairement les critères de la RSCDE historique. Comment en pratique ça va se passer? Jusqu'à quel point va être la dissociation? Est-ce que les crédits vont être réclamés de façon complètement indépendante et différente? C'est possible, c'est probable, mais il nous manque encore des détails et on doit avoir un retour des autorités fiscales, notamment avec les nouveaux formulaires fiscaux et des détails qui vont arriver à la fin de l'été ou au début de l'automne. D'accord? Donc, première chose, la RSCDE, telle qu'on la connaît au Québec, va disparaître pour laisser place au CRIC. À partir de quand est-ce que ça va être implémenté, ce changement? Ça va être implémenté pour les entreprises qui ont un premier jour d'année financière au 26 mars 2025. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça veut dire que cette année, ceux qui ont commencé leur année financière au 1er mars ne seront pas touchés. Ceux qui vont avoir une année financière qui démarre au mois d'avril, au mois de juin, vont rentrer directement pour leur exercice 2026 nécessairement, mais ils vont avoir un premier jour d'année financière après le 25 mars 2025. Donc, ils vont rentrer sous le nouveau programme. Donc, pour la majorité des entreprises ici qui gardent une fin d'année au 31 décembre, l'année 2025, vous ne serez pas touché par le nouveau programme, vous restez sur la base de l'ancien, puisque votre premier jour d'année financière, par défaut, sera le 1er janvier 2026. OK? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que veut aller chercher le Québec à dire qu'est-ce que vient chercher Québec à dire on veut finalement prendre notre autonomie et administrer notre incitatif fiscal à faire de la R&D nous-mêmes? Il y avait un grand absent selon les décideurs et les décideurs gouvernementaux au Québec. Il y avait un grand absent dans le crédit RSCDE original. Je m'explique. Le crédit à la RSCDE, il avait vocation à venir financer ou diminuer l'impôt sur 3 grands champs d'activité. La recherche fondamentale, vous êtes à peu près personne à en faire ici et c'est rarissime dans les entreprises. La recherche appliquée et le développement expérimental. Le développement expérimental, ça touche à peu près 85-90% des entreprises ici présentes. D'accord? Donc vraiment, les problèmes, vous les connaissez, on vous en parle chaque année, de faire des itérations et des expérimentations pour lever des incertitudes technologiques. Donc, comme son nom l'indique, le programme de R&D venait supporter les cycles de R&D, qui soient très fondamentaux jusqu'à expérimentaux. D'accord? Au moment de la commercialisation, il n'y a pas de crédit d'impôt. À peu près nulle part. Il y a les programmes de subvention qui existent. On peut penser au CanExport, on peut penser à différents programmes. Marie-Josée les connaît bien, elle a aidé nos clients. Si vous avez des besoins là-dedans, on peut vous aider. Il y a des programmes, c'est plutôt des phases qui étaient supportées par les programmes de subvention. Il y a un grand absent, il y a un grand oublié du terrain, c'est ce qu'on appelle la pré-commercialisation, c'est-à-dire le stade entre la recherche et développement et la commercialisation. D'accord? C'est un stade, on va en parler plus. Et donc, une des premiers objectifs de l'instauration du CRIC,
c'est d'aller permettre d'étendre le crédit de recherche et développement jusqu'au stade de pré-commercialisation et de pas uniquement s'arrêter au stade de R&D tel qu'on la connaît. Est-ce que ça va à date? On garde les questions pour la fin dans le chat. Étant donné le nombre que vous êtes, je prendrai le maximum de temps et d'agilité pour y répondre. Mais si on ouvrait la porte à poser des questions dès maintenant, je pense que ce serait compliqué au niveau de l'organisation. En réalité, sur le plan fiscal, j'insisterai pas aujourd'hui sur comment ça va se passer sur ces programmes-là, mais ça a un lien très fort avec la pré-commercialisation. Ce que je vous ai dit, c'est le CRIC remplace le crédit à la recherche et développement, à la RSCDE au Québec, donc ça, évidemment, ça reste vrai. Ça va aller plus loin que ça, c'est que le CRIC va absorber le crédit à la RSCDE québécois, mais il va absorber à peu près 6 ou 7 autres mesures fiscales. D'accord? Des crédits de partenariat compétitif de recherche, les crédits d'impôt consortium, les crédits de services pour adaptation technologique, les crédits d'impôt pour le design. Donc, il y a plein de crédits d'impôt qui aujourd'hui touchent soit de la R&D, soit un peu de pré-commercialisation, qui faisaient tous l'objet de demandes séparées, plus ou moins compliquées, potentiellement, par exemple, pour le design très compliqué. Puis ceux-là, ils vont tous maintenant, ces crédits-là, être réclamables sous le même parapluie, qui va être le CRIC, qui va aussi, qui est le même qui s'occupe du crédit R&D au Québec. Donc, quand j'ai dit le CRIC remplace la R&D au Québec, c'est vrai, mais ça va plus loin que ça. Il remplace 7 ou 8 mesures fiscales qui avant faisaient l'objet de demandes d'analyse séparées. OK? Alors, à date, ce que je vous dis est plutôt positif, c'est de dire on a un nouveau crédit qui supporte les activités de R&D qu'on a jusqu'à maintenant et qui va plus loin supporter les activités de pré-commercialisation. Donc, rendu là, ben, c'est plutôt de se dire il n'y a que du bon, on va faire plus d'argent, on va voir que va falloir tempérer certaines choses. Il y a des opportunités, il y a des défis. C'est pas politique ce que je dis, c'est vrai. Je vais les détailler un petit peu plus. Okay, je vais revenir et vous donner beaucoup plus d'informations sur qu'est-ce que c'est que la pré-commercialisation, c'est quoi ces fameuses nouvelles activités et qu'est-ce qu'il va falloir faire là-dedans. Okay, je vais tout de suite rentrer, avant de revenir sur les activités de pré-commercialisation, il y a des changements sur les taux même de crédit. Donc, le CRIC, les taux de crédit ne va pas être exactement et s'appliquer exactement comme avant. Donc, il y a des changements au taux de crédit. Alors, nécessairement, si on change le taux, il va y avoir des perdants et des gagnants. D'accord? Je vais, à ce stade, je n'ai pas le nom de tout le monde sur la ligne. À ce stade, je vais m'adresser dans mon discours à deux types d'entreprises, des sociétés à contrôle canadienne, ce qui est la grande majorité, mais pour certains d'entre vous, vous êtes des sociétés canadiennes, mais à contrôle étranger. Vous avez pu être acheté, acquis ou avoir vendu une part de votre contrôle à des compagnies étrangères. D'accord? Alors, avant, le CRIC, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, le taux de crédit d'impôt au Québec en R&D était de 14% sur la dépense. Ça va? Sauf pour les sociétés à contrôle canadien, où ce taux-là, il était monté à 30% jusqu'à 3 millions de dépenses. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sociétés à contrôle canadien, elles avaient à peu près le double, même un petit peu plus de double de crédit au Québec que les sociétés à contrôle étranger. Ça va? Mais il y avait un palier, il y avait une limite, un cap à 3 millions de dépenses, et après 3 millions de dépenses, les sociétés à contrôle canadiennes retombaient à 14. C'est bon? Ici, ça va changer. D'accord? Tout le monde va être à 30%. Donc, là, il y a un gagnant, clairement, les sociétés à contrôle étranger. Tout le monde va être à 30%, mais jusqu'à 1 million de dépenses engagées. D'accord? Et après, tout le monde redescend à 20%. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est dans tous les cas, les sociétés à contrôle étranger vont y gagner. Elles étaient à 14 en tout temps, elles montent à 30 jusqu'au premier million de dépenses et elles descendent à 20 de 1 million jusqu'à name it. Les sociétés à contrôle canadienne, ils perdent un peu.
Sociétés à contrôle canadienne qui ont moins d'1 million de dépenses dans leur réclamation, ça ne change rien pour eux, ils restent à 30%. Ceux qui ont plus d'1 million de dépenses de R&D, leur premier million reste à 30%, mais après, ils descendent à 20%. Donc, on voit ici qu'il y a il y a quand même des changements, des perdants, des gagnants. Vous allez voir, j'ai fait des petits scénarios de calcul dans lesquels je vais vous montrer concrètement ce qui se passe selon différents scénarios d'investissement R&D. Ici, on voit clairement une idée, une intention de demander aux investisseurs étrangers qui ont des opérantes au Canada et au Québec surtout, de venir faire les cycles de R&D de pré-commercialisation au Québec. Il y a un intérêt, ils doublent leur crédit au Québec, donc il y a un incitatif fort à dire aux entreprises étrangères, venez faire de la R&D et investir à faire de la R&D au Québec. Il y a une question qu'on peut se poser, par exemple, c'est de dire, oui, très bien, ça c'est noble, on va encourager les entreprises à contrôle étranger à faire de la R&D au Québec, mais pourquoi est-ce qu'on a l'air de pénaliser les sociétés canadiennes et à contrôle canadien qui dépensent pour plus d'1 million de R&D par an? Je vais y revenir dans ce qui suit. Bon. On va revenir un petit peu sur les nouveautés au niveau des... Là, on a parlé sur les changements de taux. Est-ce qu'avec le CRIC, il y a des activités qui vont changer, qui vont être retirées, qui vont être ajoutées? Alors, la bonne nouvelle, c'est que toutes les activités ou les dépenses, si on veut, historiquement admissibles, demeurent. Les salaires à faire de la R&D, la sous-traitance au Canada à faire de la R&D, les matériaux consommés aux fins de prototypage, j'en parle pas parce qu'ils ne sont pas pertinents pour le crédit au Québec. Donc, la sous-traitance et les salaires, la sous-traitance au Canada et les salaires à faire de la R&D demeurent. Je vous ai parlé de nouvelles activités dont je n'ai pas vraiment parlé, on va en parler après, qui sont la pré-commercialisation. La sous-traitance pour faire de la pré-commercialisation va être admissible. Les salaires dédiés à faire de la pré-commercialisation vont être admissibles. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Et il y a une deuxième bonne nouvelle, c'est que les équipements qui vont être utilisés, je vais donner des précisions sur les conditions d'accessibilité, mais les équipements qui vont être acquis, achetés aux fins de faire essentiellement à faire que de la R&D, vont pouvoir être admissibles au CRIC. Donc là, on est vraiment dans le positif, j'ai envie de dire. Dépenses actuelles, ça marche. On les étend en plus de la R&D à la pré-commercialisation et on va venir chercher les équipements. Bon, j'en ai parlé, j'ai répété, j'ai ressassé ce mot de pré-commercialisation. Qu'est-ce que c'est? À qui ça s'adresse? Qu'est-ce qui est visé? Pourquoi c'est fait? Dans un cycle de développement de produits, avant qu'il soit commercialisé, il y a trois étapes, j'en ai parlé un petit peu. Il y a le développement, la mise au point de la technologie qui sous-tend le produit, ça c'est vraiment la recherche et développement. Il y a un stade intermédiaire qui va être le stade de la pré-commercialisation, je vais y venir, et puis après le stade où on package le produit, on le rend beau et on le vend. La pré-commercialisation, les dépenses coûteuses qu'il y a dedans, qui pour l'instant tombent entre toutes les chaises des programmes de subvention ou des incitatifs fiscaux, sont essentiellement les essais et validations technologiques, d'accord? Donc, la technologie est terminée, les incertitudes technologiques sont résolues, mais on doit remplir des cahiers des charges, passer un paquet de tests de faisabilité, un paquet de tests fonctionnels, pour démontrer la capacité fonctionnelle de notre produit. Ça, ce n'était pas supporté par la R&D, ce n'est pas supporté par les mesures de commercialisation. Donc, il y a beaucoup de tests de contrôle qualité, des tests de viabilité, des tests de faisabilité technologique avant la mise en marché. Donc ça va faire partie des activités de commercialisation. C'est une première chose. Beaucoup de tests dans le normatif. On comprend surtout dans des industries stratégiques, ça peut être des industries dans l'énergie, dans le biomédical, ça peut être dans des industries sur la défense, même les travaux publics, le bâtiment. Il y a des tests où il faut montrer que les produits qu'on développe rencontrent des normes de qualité, des normes de sécurité, des normes. Vous le savez, ceux qui travaillent avec moi depuis des années, je vous dis à chaque fois, il n'y a rien à faire avec ces dépenses-là. Ça ne fonctionne pas, on ne peut pas les passer en R&D, on ne peut pas les supporter par un programme, mais ces dépenses-là vont pouvoir rentrer dans les dépenses de R&D au Québec qui dorénavant s'appelle le CRIC. Plus globalement, on va pouvoir aller chercher des dépenses qui sont en continuum direct de la R&D. Donc, quand vous avez un prototype et que le prototype va devenir un produit,
Donc, évidemment, vous devez faire les tests dont on a parlé, les tests de conformité, les tests de faisabilité technologique. Mais il y a aussi beaucoup, pour certains d'entre vous dans le manufacturier, des activités de design industriel. Maintenant, comment est-ce que je design le produit, hein. C'est vraiment le côté, je prends mes mesures, je fais mes codes, je fais mes plans. Il va falloir que je design le produit aux fins ultimes, d'avoir un produit final que je vais pouvoir commercialiser. Ça, par exemple, le design était l'objet d'une des 7 autres mesures que le CRIC va prendre. Donc ça, les activités de design industriel, de design de produits, on va pouvoir en passer une bonne partie dans le nouveau programme, dans le programme du CRIC. Donc, normatif, faisabilité, viabilité, continuum direct de la R&D, c'est ça qu'on entend par pré-commercialisation. OK? Un point sur les dépenses en capital. Les dépenses en capital, qu'est-ce que ça va être? Je vous le dis, ça va être les équipements. OK? Les équipements aux fins de faire de la R&D. Si, je vous ai dit, donc, les équipements, les biens utilisés aux fins de faire de la R&D, donc on exclut tout de suite, quand bien même que vous faites l'acquisition d'un bâtiment ou d'un équipement uniquement pour faire des essais de R&D, ce sera le bien immobilier, si on veut dire, l'actif immobilier ne sera pas considéré comme une dépense en capital admissible. On parle vraiment des équipements, des machines qui vont vous permettre de faire des tests, des essais aux fins de la R&D. Chose importante, l'équipement sera admissible pour autant qu'il ait été acheté neuf, donc, ou qu'il soit inutilisé avant son acquisition, qu'il soit prêt à être mis en service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Revenu Québec va probablement se garder une réserve à vouloir accepter tout ce qui va être customisation et configuration de l'équipement. Si vous faites facturer des services à côté de l'équipement pour pouvoir l'installer, le configurer, le fine-tuner aux fins de vos besoins, ces dépenses-là ne seront probablement pas admissibles. Ce sera vraiment la dépense de l'équipement en tant que tel pour faire les essais. Et une chose que j'ai peut-être pas écrit ici, il faudra démontrer que l'équipement est utilisé à 90% ou plus de sa vie utile à faire de la recherche et développement. Donc, si vous achetez un équipement qui sert à plein de choses dans l'entreprise, outre faire de la R&D, il sera pas admissible au crédit. Donc, évidemment, toutes ces questions-là, c'est dire comment est-ce qu'on va mettre la preuve sur la table de ce qu'on fait avec cet équipement. Il va y avoir un processus de documentation des essais, de documentation de l'utilisation de l'équipement. Puis mon équipe, on est là, on est en train de rédiger et de monter nos guidelines. On va être là pour vous accompagner dans ce sens-là. L'exemple typique, l'imprimante 3D, elle va passer... on ne fait à peu près que des essais de prototypage aux fins de R&D avec des imprimantes 3D, donc ça va bien passer. Des équipements de fabrication, transformation, par exemple, avec lesquels on pourrait dire je vais et faire ma R&D et faire certaines pièces pour ma production commerciale. Là, il va y avoir des nuances, il va falloir faire attention. Un dernier point un des derniers points, changement majeur. Donc, ce que je vous ai dit là, j'aime bien toujours faire un espèce de petit wrap-up, même au milieu de l'exposé pour que vous ne perdiez pas le fil. Donc, on a un nouveau programme, le CRIC, qui va remplacer 7 programmes avec comme élément majeur remplacer la RSCDE au Québec. Ce programme-là, il va aller chercher et la R&D classique, c'est-à-dire la recherche appliquée fondamentale ou le développement expérimental, plus les activités de pré-commercialisation dont on vient de parler. Les taux de crédit changent un peu. Essentiellement, tout le monde est gagnant. Tout le monde soit reste ou devient gagnant à moins d'1 million de dépenses. D'accord? 30% de crédit. Au-delà d'1 million, les sociétés à contrôle canadiennes perdent un peu. Elles perdent 10% parce qu'elles descendent à 20%. Par contre, les sociétés à contrôle étrangère remontent. On a vu les dépenses en capital. Donc, on a quand même du pour, du moins, mais pas mal plus de pour à date dans ce que je vous ai dit, plus de dépenses prises. Généralement, les cas sont plutôt incitatifs que le contraire. Il y a un élément de détail qui va être majeur avec une raison politique derrière que je vais vous exposer aujourd'hui, qui va être ce qu'on appelle les nouveaux seuils d'exclusion. Donc, évidemment, peut-être qu'il y en a parmi vous dans l'auditoire qui ne savent pas ou qui ne sont pas familiers avec la notion de seuil d'exclusion. Je vais en reparler un tout petit peu.
Et puis, s'il y a des questions, là-dedans, bah, vous pourrez revenir vers moi un peu plus. Jusqu'à maintenant, dans le crédit de R&D au Québec, je vais distinguer deux cas. Le cas de la petite entreprise, je vais dire ce que c'est qu'une petite entreprise au sens fiscal, et le stade de la grande entreprise. 97, 18 ou peut-être 100% de l'auditoire aujourd'hui est une petite entreprise, mais je vais quand même donner le cas de la grande entreprise. Une petite entreprise, c'est une entreprise qui a moins de 50 millions d'actifs consolidés. On va le voir comme ça. Une grande entreprise, c'est au-delà. En fait, il y a un barème entre 50 et 75 millions, mais mettons-le à peu près 50 millions d'actifs consolidés pour des raisons diverses. Et au-delà de 50 millions d'actifs consolidés, on va être considéré comme grande entreprise. Okay, quand vous êtes une petite entreprise, au sens des actifs consolidés, comment le calcul de R&D au Québec était calculé? Vous preniez votre dépense de recherche et développement, et avant d'appliquer le taux de crédit, fameux 30% par exemple, vous deviez déduire une franchise, un seuil d'exclusion, voyez-le comme une franchise de 50 000. Le Québec, dis-moi, le premier 50 000, je ne le prends pas. D'accord? Donc, si vous aviez une dépense, on va donner des exemples de 500 000 de R&D, bah, au Québec, vous deviez calculer votre crédit sur 450 000. Donc, il y avait une franchise sur l'enveloppe globale de dépenses de R&D que vous aviez. Les grandes entreprises, elles, avaient en moyenne un seuil d'exclusion qui n'était pas de 50, qui était de 225 000. Disais, ben moi, si j'ai des dépenses de R&D, le premier, je dois déduire de mon assiette de R&D que je vais réclamer au crédit un montant forfaitaire, une franchise, un seuil d'exclusion de 225 000. OK? C'est un petit peu ce que je vous remets ici. Cette mécanique-là prend le bord. Cette notion de seuil d'exclusion par rapport à l'enveloppe de dépenses, elle prend le bord. Il va y avoir un seuil d'exclusion par employé réclamé à faire de la R&D. Je vais vous montrer comment ça se calcule. D'accord? Donc ça, c'est un changement fondamental. Fait que, au lieu d'avoir une franchise de 50 000 ou de 225 000 sur la dépense, vous allez avoir une franchise de 10 571 par employé proportionnellement à leur temps à faire de la R&D. Okay? Ça va avoir un impact majeur. Je vais vous montrer dans les faits ce qui se passe. J'ai fait un petit scénario très simple, okay, dans lequel je vous présente ces calculs-là, et puis je vous présente ces calculs-là et différents scénarios. Donc ici, j'ai pris un cas très simple. Je suis dans une de mes années financières, j'arrive à la fin de mon année financière, je me rends compte que j'ai 9 employés qui faisaient de la R&D. Ces 9 employés, je leur ai mis un salaire fictif. Donc, par exemple, mon employé 1, je suppose qu'ils sont tous à temps plein. Il y aurait des subtilités, mais je suppose qu'ils sont tous à temps plein. Mon employé 1 est payé 110 000. Mon employé 4 est payé 70. Mon employé 7 est payé 90. Donc, vous voyez les salaires relativement à l'employé. J'ai mis le pourcentage du temps auquel ils ont fait de la R&D dans l'année. Et donc, j'en déduis évidemment la dépense de R&D. Donc, mécaniquement, si mon employé 1 est payé 110 000 et qu'il passe 50% de son temps à faire de la R&D, ben, j'ai 55 000 de dépenses de R&D. Donc, ce calcul-là, il fait comme ça. Donc, dans mon petit scénario, cette entreprise-là, sur ses 9 employés, a une dépense salariale de R&D à la fin de son année de 426 250 $. Supposons que ce soit, on va le présenter dans les cas après, une société à contrôle canadien, une petite entreprise à contrôle canadien. Comment est-ce qu'elle calculerait son crédit? On va le voir après. Ben, elle prendrait son 426, elle retirerait le seuil d'exclusion de 50 000 et puis elle appliquerait le taux de crédit. Là, on ne fait plus ça. On doit dire pour chaque employé, vous voyez, c'est la colonne de droite, le 50% que je dois l'appliquer sur 18 571. Donc, mon premier employé, je dois retirer de sa dépense 9 286 $, qui correspond à 50% de 18 571. L'employé numéro 7, je dois lui retirer 6 500 $. Je crois que ces seuils-là n'ont pas été exactement ajustés avec le 571, je l'avais calculé sur 10 000. Mais sur 18 000. Le 35% de 18 000, ça me fait 6 500 $. Donc, vous comprenez la mécanique. On va chercher le pourcentage de R&D sur le montant d'exclusion par employé. Là, ça fait mal. Ici, dans ce cas-là, au lieu d'avoir un seuil d'exclusion de 50 000 à déduire comme on le déduisait avant, on a un seuil d'exclusion de quasiment 104 000 à déduire. Ça va? On regarde l'impact maintenant pour cette entreprise-là. Donc, cette entreprise-là,
si on regarde le crédit au Québec pour SPCC, donc pour Société à contrôle canadien avant le CRIC, elle aurait eu sur sa dépense, donc vous voyez, on aurait calculé le 30% du 426 000 moins la franchise de 50 000, s'il lui aurait donné un crédit au Québec de 112 875, OK? À cause du nouveau seuil d'exclusion, le crédit de 112, il descend à 96. Donc, j'ai une perte nette de crédit de 16 200. Il se trouve que dans les optimisations fiscales qu'on fait, on est capable d'aller chercher un petit bout de la perte au fédéral. Donc, vous voyez que le crédit fédéral, il augmente légèrement, de telle sorte qu'on va chercher un petit peu plus au fédéral. Et donc, ici, dans ce cas-là, la perte nette serait de 10 000 $ au crédit. Ça va? On prend la même compagnie, le même scénario de R&D, ces 9 mêmes employés, les mêmes pourcentages. Elle a, il n'y a rien qui change. C'est une petite entreprise, il y a moins de 50 millions d'actifs consolidés. À la seule différence qu'elle sera à contrôle étranger. Elle a été achetée, par exemple, par un groupe américain ou elle a été achetée par un groupe européen qui fait que le contrôle est à l'étranger. Mais le scénario comptable, les opérations sont strictement la même. Ici, il y a un gain substantiel. Vous voyez qu'avant, alors, on aurait appliqué 14% sur sa dépense de R&D moins son seuil de 50 000, ce qui lui aurait donné un crédit au Québec de 52 000. Maintenant, elle remonte à 30%, donc elle a un crédit de 96 000, okay, qui fait qu'au net, elle va avoir un gain de crédit au Québec de 44 000. À l'inverse, la petite utilisation où si je perds du crédit au Québec, avant, j'étais capable d'aller en chercher un peu au fédéral, elle se matérialise à l'opposé, c'est-à-dire si je vais en chercher un peu plus au Québec, je suis obligé d'aller en chercher un petit peu moins au fédéral, d'où la baisse, d'où la baisse de crédit de 6 600. Mais au net, on voit que dans ce scénario-là, une entreprise à contrôle étranger va aller chercher 37 000 de plus. Donc, c'est significatif. Donc, on voit vraiment ici le fait de dire il y a une perte pour les SPCC. Le seuil d'exclusion va impacter négativement les sociétés à contrôle canadien. Pour les sociétés à contrôle étranger, le seuil d'exclusion pénalise, mais la hausse du taux de crédit est tellement importante qu'elle vient compenser cette pénalisation. Ici, j'ai mis deux autres scénarios. Le scénario 3, que vous voyez, je ne l'expliquerai pas parce que c'est un scénario vraiment de la très grande entreprise. Puis, s'il y a quelqu'un qui est dans ce cas-là, il me contactera. Mais vu le temps qui passe, je vais avancer. Et je ne pense pas que ce soit si diligent que ça de prendre le temps de vous détailler le calcul pour le nombre de personnes que ça touche dans l'auditoire ce matin. Le scénario 4 est intéressant et il est important à matérialiser. Ici, j'ai changé quelque chose de significatif. J'ai pris le cas que j'avais là et je l'ai multiplié par 5. Vous pouvez dupliquer, de dire j'ai 45 employés avec des salaires équivalents, des pourcentages de R&D équivalents. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça me permet de simuler un cas où vous n'avez pas 426 000 de dépenses, mais vous avez 5 fois ce montant-là, donc un peu 2 millions et quelques de dépenses. Pourquoi est-ce que je veux vous simuler ce cas-là? Parce qu'on dépasse le seuil de 1 million où vous savez le taux de crédit change significativement. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que pour les sociétés à contrôle canadien, là, on a un double impact négatif très fort. On a le nouveau seuil on a le nouveau seuil qui va s'appliquer. Donc, notre seuil de 104 000, il va être 4 fois plus. On est d'accord, là, on a le fameux seuil de 104 000 était relié à nos 9 employés. Ce problème, donc ce 104 000 d'exclusion, maintenant, il va s'appliquer sur 45 employés, donc il est multiplié par 5. Donc, je vais avoir un seuil d'exclusion d'à peu près 500 000. J'ai une franchise de 500 000 qui sera plus admissible sur ma dépense de R&D d'un peu plus de 2 millions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, j'ai un cas de R&D où j'ai donc un peu plus de 2 millions de dépenses. Mon premier million, je reste à 30% de taux de crédit, mais sur le million et quelques de plus, là, je tombe à 20. Donc, dans le premier calcul, si vous regardez la colonne de gauche qui est ici, j'aurais appliqué 30% de mon 2 millions quelque chose, j'aurais retiré mon 50 000, j'aurais calculé mes crédits, notamment mon 30% de crédit au Québec qui m'aurait donné 624 000. Si j'arrive dans mon nouveau scénario, je prends 30% sur le premier million, je prends 20% sur la différence, puis je multiplie par 5 le seuil d'exclusion, et là, au net, je perds 130 000 de crédit. D'accord? Donc,
ici, on a un double impact qui est important. Je vais faire un petit résumé de ce que je vais vous dire. Je vais vous donner aussi la philosophie des mesures derrière et comment vous devriez, les éléments clés que vous devriez avoir à l'esprit. Nouveau crédit qui ne change pas en termes de taux jusqu'à 1 million de dépenses, qui pour les SPCC va baisser. Dans tous les cas, pour les entreprises à contrôle étranger, va augmenter. La possibilité de passer des dépenses en capital, la possibilité d'aller passer des dépenses de pré-commercialisation et en contrepartie, des franchises qui ne sont plus des franchises sur l'enveloppe de dépenses de R&D, mais des franchises par employé impliqués dans la R&D. C'est quoi l'idée qu'il y a derrière ça? Québec veut encourager des business qui vont plus vite au marché. Donc, raccourcir les cycles de R&D dans les années, aller plus vite en pré-commercialisation, d'accord? Donc, si vous raccourcissez, pour une SPCC qui raccourcit ses cycles de R&D, elle peut rester peut-être plus probablement autour des enveloppes de 1 million annuel d'investissement à la R&D, de telle sorte que finalement, la baisse du crédit au-delà, qu'on voit sur des cycles très longs de R&D, elle ne sera pas pénalisante. D'un autre côté, si on arrête nos cycles de R&D un peu plus tôt et qu'on va en pré-commercialisation, ben, on va être capable d'aller récupérer de la dépense complémentaire. La troisième chose, c'est que toutes les mesures fiscales qu'on voit sont faites pour encourager l'embauche, l'emploi de personnes à forte compétence, à forte valeur ajoutée, hautement payées. C'est ça que vient viser les seuils d'exclusion. Si vous embauchez une masse de personnes plus ou moins compétentes à bas salaire et que vous espérez, comme c'était fait avant, amortir au maximum leur salaire en les passant à la R&D, ben là, vous allez vous retrouver avec des franchises de 18 000 multipliées par le nombre d'employés sur des bas salaires, et ça va vous impacter fortement. Tandis que si vous privilégiez ce que moi j'appelle vos top guns, d'accord, qui viennent concentrer la R&D sur des gens très forts, oui, que vous payez très cher, mais que vous concentrez la R&D sur des gens à fort potentiel et à forte valeur ajoutée, mécaniquement, arithmétiquement, l'impact de la franchise va être beaucoup moins importante là-dessus. Donc, c'est le message que je voulais vous passer. Le dernier, c'est, on vous l'a dit et répété pour les activités de R&D, pour l'utilisation des machines et les activités de pré-commercialisation, il va falloir documenter, documenter et encore documenter vos processus et on sera là pour ça. Je vais tout de suite passer je pense que j'ai peut-être passablement dépassé mon temps. Je suis désolé, Marie-Josée. Je te laisse la parole sur le CDAE-IA et puis je ferai un wrap-up par la suite. Parfait. Je vais revenir à la bonne étape dans la présentation. Alors voilà. Bonjour, je me présente. Marie-Josée Proulx, je suis directrice principale chez Raymond Chabot au Bureau de Québec. Donc, je suis responsable de la pratique de CDAE au Bureau de Québec. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler justement des changements au programme de CDAE. Je vais commencer par vous expliquer les changements qui ont lieu au budget de 2024, parce qu'il y a eu des changements au niveau fiscal qui sont quand même importants. On va partir de là. Puis après, je vais vous expliquer les derniers changements qui ont lieu au budget 2025 pour que vous sachiez justement comment vous préparer, comment faire une planification stratégique pour être admissible au programme. Donc, d'abord, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le programme de CDAE, je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est. C'est un programme qui s'adresse aux entreprises en technologie de l'information. L'entreprise doit avoir au moins 50 de ses revenus dans des secteurs TI. Donc, on parle ici d'entreprises en édition de logiciels, d'entreprises en services conseil, d'entreprises en infrastructure technologique. Pour se qualifier, l'entreprise doit aussi avoir 6 employés techniques qui sont à l'embauche de la société pendant tout l'exercice. Donc, du premier jour au dernier jour, 6 personnes techniques. On parle principalement de programmeurs. La mesure a vraiment été mise en place pour supporter la programmation, si on veut.
Toutefois, il y a beaucoup de postes en soutien au développement qui sont admissibles. Donc, ces postes-là viennent justement faire de la supervision technique, aider au développement l'analyse des besoins, quand on parle de testeurs. Donc, il y a des employés de soutien aussi qui peuvent se greffer à l'équipe de développement pour être admissibles au programme. Actuellement, le programme est un crédit remboursable où vous pouvez avoir 24 d'un salaire admissible et 6 d'un salaire non admissible. Les salaires admissibles actuellement, ils ont un seuil, on a ce qu'on appelle un seuil maximal. Donc, le maximum qu'on peut aller chercher actuellement au programme, c'est 24 de 83 333 ce qui fait un beau chiffron de 20 000 de crédit remboursable par ressource et un crédit non remboursable de 5 000 par ressource. Pourquoi il y a des changements au CDAE? Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'historique pour que vous compreniez l'intention derrière la mesure lors de son lancement en 2008 versus aujourd'hui. Donc, en 2008, le programme de CDAE a été développé pour encourager le commerce électronique. Donc, on se ramène à cette époque-là, on commençait avec les emails et tout ça. Donc, l'idée, c'était d'aider les entreprises à mettre en place des solutions qui exploitaient les réseaux et l'Internet. Donc, il y avait beaucoup de sites web transactionnels. Donc, les sociétés qui sont qualifiées à l'époque étaient un peu dans ce domaine d'affaires-là. Avec le temps, on s'est rendu compte que cette phase technologique était pas mal mature. Donc, on a décidé de modifier un petit peu la nature du programme pour encourager le développement de systèmes d'information. Donc là, on voulait que l'applicatif développé puisse améliorer les processus internes d'une organisation. Donc, qu'un système parle à un autre, qu'on soit capable justement de développer des solutions plus avancées, si on veut, que des systèmes transactionnels. Donc, c'était l'intention en 2015. Ça fait 10 ans qu'on roule là-dessus. Évidemment, les technologies évoluent, puis la mesure, elle est là pour pousser les sociétés à être de plus en plus à l'avant-garde. Donc, c'est pourquoi il y a des changements importants au niveau de la structure même du programme en 2025. En 2024, on a changé des petits critères fiscaux. Donc, je vais commencer par vous expliquer ces petits changements-là sur le taux de crédit remboursable, non remboursable. Et en 2025, on y va vraiment sur les critères d'admissibilité du programme. Donc, changement au budget de mars 2024. Donc, ça s'applique sur tous les exercices qui débutent après le 31 décembre 2024. Donc, nous, ça va être pas mal nos exercices au 31 décembre 2025, à moins d'avoir des exercices écourtés dans la prochaine période. Donc, bonne nouvelle, dans ce budget-là, on a décidé de retirer le plafond. Le 83 333 de plafond sur le salaire admissible est retiré. Ce qui fait que si vous avez des ressources avec un salaire plus élevé, bien, vous allez pouvoir aller chercher votre crédit remboursable jusqu'au maximum du plafond, ce qui est très intéressant. Puis ce qui va dans la notion aussi du programme de supporter les salaires à haute valeur ajoutée. Donc, c'est pour ça qu'on favorise ces emplois-là. D'un autre côté, vous voyez le parallèle qui est fait avec le CRIC. On ajoute un seuil minimal d'exclusion qui est 18 571 $. Vous savez, quand on optimise vos crédits d'impôt et vous demandez des ressources en CDAE, en RSDE, nous, on optimise toujours pour aller chercher les ressources en CDAE en premier parce que le crédit est plus payant. Ce qui fait qu'en bout de ligne, vous ne paierez pas 2 fois le 18 000 de seuil. Ça va être bien appliqué, ça va être en ratio. En CDAE, le seuil va être appliqué sur le ratio, le nombre de jours qualifiés par vos ressources. Parce que si vous regardez comme il faut vos attestations d'employés, vous voyez qu'on atteste une ressource selon un nombre de jours. Donc, le 18 571 est là pour 365 jours d'attestation. Donc, si votre personne est là 3 mois, par exemple, elle pourrait être attestée pour 92 jours. On se retrouverait avec un ratio de 92 jours du 18 571. C'est comme ça que le seuil est appliqué. On change aussi un petit peu le taux de remboursement entre le crédit remboursable et non remboursable. Ce qui fait qu'à partir
des exercices qui débutent après le 31 décembre 2024, on a un transfert progressif de 1 du 26 qu'on avait initialement, du 24 pardon, qu'on avait initialement en crédit remboursable vers le non remboursable. Ce qui fait qu'on va réduire le crédit remboursable sur une certaine période jusqu'en 2028. On se retrouve avec un remboursable de 20 puis un non remboursable de 10 C'est toujours un 30 admissible pour le crédit de CDE en taux de crédit, mais on transfère progressivement le seuil entre le remboursable et le non remboursable. Pour les dossiers que j'ai faits avec vous au 31 décembre 2024, j'ai déjà envoyé des simulations de l'application de ces changements fiscaux-là aux différents clients pour qu'on puisse en discuter, pour que vous voyez justement l'impact du retrait du seuil maximal dans votre salaire admissible versus l'ajout du transfert de crédit. Ces simulations-là ont fait en sorte qu'on voit que pour des salaires moyens d'à peu près 100 000 ça n'a pas vraiment d'incidence. On enlève le plafond, on rajoute un seuil, on se retrouve à peu près avec le même taux de remboursement, avec à peu près le même salaire admissible. L'impact est vraiment plus important au niveau des salaires moyens, qu'on pourrait dire autour de 65 000. Donc, encore une fois, c'est pour supporter la mesure où on veut favoriser les salaires à haute valeur ajoutée. Puis aussi, bien, le seuil de 18 571 est indexé annuellement. Il correspond exactement à ce qu'on appelle dans votre crédit, dans vos déclarations d'impôt personnel, votre montant personnel de base. Donc, c'est indexé de la même manière et c'est le même montant qu'on applique au niveau des crédits d'impôt. Maintenant, budget 2025. Comme Pascal, je ne suis pas nécessairement le budget live jusqu'à ce que le 25 mars au matin, ma boîte de courriel soit pleine et que j'ai des messages vocaux où plusieurs personnes ont consulté le budget et voulaient avoir des détails. Donc, j'ai compris l'importance à ce moment-là de voir les 50 pages du budget qui touchait justement le CDAE. On a pris vraiment le temps en équipe chez Raymond Chabot de discuter de ces changements-là. J'ai eu une présentation de Finances Québec, justement, pour être capable d'avoir un petit peu de détails. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager ma lecture du budget. En fait, c'est quoi les 4 grands changements qu'il va y avoir. Maintenant, on n'a pas encore reçu de ligne directrice officielle de la part d'Investissement Québec sur les changements, parce que vous savez que ces changements-là vont être opérationnalisés par Investissement Québec. Donc, c'est eux qui doivent tresser justement là, les grandes lignes pour nous permettre de comprendre exactement ce que c'est. On nous avait promis ces lignes directrices-là pour le mois de juin. Donc, la date possible est le 27 juin. Sachez que moi, je vais les regarder, je vais les analyser et puis je vais pouvoir refaire une communication avec vous plus tard quand on va avoir plus d'informations à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, ce que je vous partage, c'est ma lecture du budget et mes réflexions personnelles. Donc, les changements vont s'appliquer aux exercices qui débutent après le 31 décembre 2025. Donc, un exercice qui commencerait le 1er janvier 2026, ça va être au 31 décembre 2026 que ce changement-là va être applicable à votre exercice financier. Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, vous avez 18 mois, certains ont même 24 mois pour réfléchir à ces changements-là, vous faire une planification stratégique, puis communiquer avec nous justement pour partager vos réflexions. On va être très alerte, notre équipe, pour pouvoir vous donner justement des pistes, être capable de vous suggérer des façons de faire pour vous aider justement là, à optimiser votre crédit de CDAE-IA, puisque maintenant, il a été renommé, mais en même temps de voir comment l'optimisation peut se faire aussi avec le CRIC. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, je vous partage les changements, faites une réflexion, puis on va pouvoir, au cours des prochains mois, voir ensemble comment on peut mettre en place justement une stratégie. Donc, le premier changement, il y en a 4. Le premier changement a été libellé dans le budget comme un changement d'activité des employés. On veut maintenant que le crédit d'impôt pour affaires électroniques intègre l'intelligence artificielle. Ce qui est logique dans les années 2025, comme on est aujourd'hui, d'être dans la tendance ou d'être dans le mouvement de ces technologies-là. Le deuxième point, on nous demande que ce soit une intégration significative.
là, vous savez comme moi qu'il y a matière à interprétation. Puis, c'est là que les lignes directrices d'Investissement Québec vont pouvoir nous guider, à savoir, dans le spectre d'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est significatif et qu'est-ce qu'on doit faire. Ce que j'ai su par une présentation avec Finance Québec, ils ont déjà éclairci le point que l'intégration de l'intelligence artificielle doit se faire dans le produit ou le service qui est fourni par la société. Ce qui veut dire que si vous développez un produit et que vous y intégrez l'intelligence artificielle, les ressources qui travaillent sur ce produit-là n'auront pas individuellement à intégrer de l'intelligence artificielle. Ce qui est déjà une bonne nouvelle, ce qui fait en sorte que dans un projet où il y a des développeurs qui intègrent de l'intelligence artificielle, vos ressources en support, en soutien, qui pourraient être, par exemple, le gestionnaire de produits, les QA, donc les gens qui vont travailler sur ce produit admissible, eux aussi vont être admissibles. Donc, ça, c'est important. Ensuite, mes propres réflexions par rapport à ce changement-là, ça serait de vous dire, commencez à réfléchir, faites une étude de faisabilité, OK, pour voir la pertinence d'ajouter l'intelligence d'affaires dans vos produits et services, mais faites-le basé sur vos besoins d'affaires. Allez pas spreader, si on veut, de l'intelligence artificielle un petit peu partout pour être admissible au programme. Faites-le vraiment de manière à ce que ça ait une valeur ajoutée dans votre produit. Faites-le pour ça parce qu'il y a une viabilité technique qui doit être respectée. Vous devez avoir les capacités de le faire aussi. Puis la viabilité financière de votre projet aussi est importante. Mettre des ressources sur cette intégration-là d'intelligence artificielle, oui, ça peut vous donner accès à un crédit, mais ça prend du temps, ça prend des ressources techniques et c'est des heures que vous ne pourrez pas facturer à vos clients. Donc, pensez-y, allez-y stratégiquement. Maintenant, je ne peux pas vous guider aujourd'hui à vous dire c'est quoi l'intelligence artificielle qui est, disons, le minimum requis pour être admissible au programme. Il y a de l'intelligence générative, travailler sur la donnée pour être capable justement d'y ajouter une valeur ajoutée. Il y a de l'analyse prédictive qui est au bout du spectre, qui est plus complexe. Mais documentez-vous, apprenez un peu à voir par rapport à vos besoins d'affaires qu'est-ce qui serait pertinent. Ensuite, je peux simplement vous donner 2 pistes pour des programmes de subvention qui peuvent vous aider à mettre en place déjà une étude de faisabilité. Il y a le programme ESSOR du volet 1 qui va vous permettre justement là, d'avoir accès à des consultants ou des personnes qualifiées, extrêmement qualifiées, des experts en intelligence artificielle qui vont pouvoir vous aider à mettre en place votre étude de faisabilité, puis voir justement comment prendre le problème, aborder le problème. Il y a le programme Scale AI aussi qui existe, qui permet d'avoir des formations, qui permet à des startups de s'implémenter en intelligence artificielle, qui aide la commercialisation. Scale AI est un programme de subvention plus lourd à gérer, je vous le dis tout de suite. C'est assez costaud comme documentation à produire, comme suivi de projet, mais c'est extrêmement pertinent. Si vous êtes déjà dans la mouvance d'intelligence artificielle, vous voulez une accélération, c'est un programme intéressant. Le deuxième changement, c'est le retrait d'une activité qui était avant admissible. Donc, vous savez, développer un produit, la programmation, tout ça, c'est admissible. Dans le guide actuel du programme de CDAE, on parle d'une activité d'entretien et d'évolution qui est accessoire au développement ou à l'intégration de solutions par la société. C'est une activité admissible. À partir du prochain budget, on enlève cette activité comme étant une activité admissible. Dans le document actuel, on parle d'entretien comme étant les activités qui assurent le bon fonctionnement des systèmes ou des infrastructures. On parle des activités qui permettent de régler ou de prévenir des problèmes ou des incidents, correctifs, préventifs, modifier des aspects techniques, donc modifier des architectures, et inclure aussi différents processus informatisés. Là, on va avoir besoin de lignes directrices parce qu'en développement logiciel, on peut se dire entre nous que de l'entretien et de l'évolution, on en fait au quotidien. Le lendemain qu'on lance une nouvelle version de logiciel, on est déjà en entretien, puis on est toujours en évolution parce que le marché fait en sorte qu'on veut toujours être de l'avant. Donc, comment on va baliser quand commence l'entretien et quand s'arrête-t-il?
La réflexion que je peux vous donner aujourd'hui, qui est ma réflexion personnelle, c'est que je pense que cette activité-là va peut-être plus cibler des postes que des activités. Donc, réfléchissez à vos postes qui actuellement, il y a du support technique de niveau 2, niveau 3. Je dirais vos supports techniques, vos administrateurs réseau, administrateurs de système. Donc, ça va être encore plus contraignant de les qualifier parce qu'ils ne devront pas dépasser le 25 de tâches non admissibles et ça va inclure désormais l'entretien et l'évolution. Donc, la réflexion que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est regarder dans vos profils de poste actuels qui fait de l'entretien. OK? L'évolution, pour moi, ça va être difficile à opérationnaliser, là, mais on va parler d'entretien aujourd'hui. Qui fait du support technique niveau 2, niveau 3? Comment vous devez peut-être repartager les tâches dans vos équipes pour faire en sorte d'avoir peut-être 2 personnes qui ne seront plus admissibles au programme parce qu'ils font beaucoup d'entretien, au lieu d'en avoir 5 ou 6 qui seraient à risque d'une année à l'autre parce qu'ils en font tous un petit peu, puis à un moment donné, ils en font trop. Donc, regardez peut-être ça. C'est peut-être la première piste que je pourrais vous donner parce que, comme je vous dis, malheureusement, je n'ai pas encore de ligne directrice qui confirme le tout, mais c'est un feeling. Donc, regardez peut-être justement là, comment sont réparties dans vos équipes ces tâches-là. Troisième changement. C'est quand même, le troisième changement est une bonne nouvelle. Donc, pour être cohérent avec le changement du programme où on veut d'aujourd'hui encourager les entreprises à développer de l'intelligence artificielle, on a assoupli les règles de service qui vont permettre justement, vous savez, pour les gens qui connaissent bien le programme, il y a 2 critères de revenus. Le premier critère de revenu, donc la société doit avoir 75 de ses activités dans des revenus de TI. Puis là, il y a différents quotients qui nous permettent de nous qualifier, dont les quotients d'édition de logiciels, système d'information, etc. Revente de logiciels, revente de matériel, hébergement et traitement de données. C'était dans le premier critère. Donc, ça, il n'y avait pas d'enjeu. Mais au niveau du deuxième critère de revenu, la société devait avoir 50 de ses revenus dans les quotients. On n'avait pas le traitement de données et l'hébergement. Puis avec, justement, l'idée d'ajouter de l'intelligence artificielle dans les plateformes, les gens vont facturer du temps d'hébergement. Les plateformes SaaS déjà le font. Donc, si vous faites du traitement de données, vous allez devoir facturer ça. Donc, pour ne pas pénaliser les entreprises qui entrent dans le programme en faisant de l'intelligence artificielle, on a ajouté ce critère-là dans les règles du critère de revenu admissible au deuxième niveau, le critère de 50 Le quatrième changement, c'est la réduction de l'aide fiscale aux sociétés qui reçoivent des revenus de sociétés liées. OK? Je vous ai fait des petits dessins parce que ce n'est pas facile à expliquer, puis je vais être sûre que vous ayez des images pour vraiment comprendre. Donc, j'ai illustré 2 cas de modèles de revenus qui sont actuellement admissibles dans le programme. OK? Donc, j'ai ma petite société ici bleue qui est au Québec, qui réclame le crédit et qui reçoit 100 de ses revenus d'une société liée hors Québec. OK? Une société, par exemple, la société mère, qui, elle, prend le produit et le revend dans sa clientèle externe. Donc, ça, c'est un modèle admissible. Le deuxième modèle admissible qu'on rencontre dans certains dossiers, c'est une société étrangère qui s'installe au Québec pour faire développer un produit qu'elle-même utilise. La petite flèche ici, là, elle veut dire que le bénéficiaire ultime du produit ou du service développé est la société liée. Donc, elle fait développer un produit qu'elle ne revend pas, mais qu'elle utilise elle-même. Donc, le changement touche le deuxième cas ici, où la société liée utilise à son propre bénéfice le produit ou le service développé. Ce qu'on veut à partir de maintenant, c'est qu'il y a au moins 50 de revenus qui sont attribuables à des services qui proviennent de sociétés où on n'a pas de lien de dépendance. Donc, c'est pourquoi ici, 100 je pointe à l'écran, je ne suis pas sûre que vous voyez, hein? On voit ici. 100 des revenus viennent de la société liée qui utilise le produit. Donc, 100 des revenus viennent d'une société
avec l'indépendance. Donc, ce qu'on veut, c'est encourager des modèles d'affaires où la société, oui, elle peut utiliser le produit à ses fins, mais elle a une revente à des bénéficiaires ultimes externes, où la société, ici, au Québec, aurait elle-même des clients locaux. Si on ne respecte pas les règles du 50% de revenus attribuables à des bénéficiaires ultimes où on n'a pas de lien de dépendance, le crédit va chuter de 50%. Donc, on parle dans 5 ans de passer de 20% remboursable à 10% remboursable et de 10% non remboursable à 5% non remboursable. Mais ça touche vraiment les sociétés qui utilisent à ses propres bénéfices le produit ou le service développé. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? Comme je vous ai dit, on attend avec impatience les lignes directrices d'Investissement Québec. Je sais qu'il y a des tables rondes chez eux, ils travaillent très fort là-dessus. Puis, lorsque ces lignes directrices-là vont être publiées sûrement sur le site Internet d'Investissement Québec, je vous dirais dans la page de CDAE, là, on va voir arriver quelque chose. Nous, en équipe ici, on va les analyser, on va les résumer, on va les interpréter, on va s'assurer que c'est très bien cadré. Et s'il y a encore des petites nuances ou des choses qu'on trouve qui ne sont pas claires, on va s'assurer avec Investissement Québec justement d'avoir des discussions pour être en mesure de vous conseiller correctement là-dessus. Ensuite, je peux revenir sur la stratégie. Justement, mesurer l'impact que les changements de ce programme-là vont avoir dans votre société. Vous avez 18, 24 mois pour mettre en place un plan. Puis j'ose espérer que dans la première année d'application du programme, Investissement Québec vont être souples. Ils vont nous aider justement là, à intégrer le programme, puis que les exigences en matière d'intégration d'intelligence artificielle vont être bien connues pour nous permettre justement d'arriver à quelque chose. Ensuite, on pourra discuter en équipe avec les scientifiques de RSCDE qui vont devenir maintenant là, des spécialistes de CRIC, à voir comment on vous positionne. Tous les travaux que vous faites dans l'année, donc c'est important de se parler avant la fin de vos exercices financiers. Comment on peut vous positionner en CDAE? Comment on peut vous positionner en CRIC? C'est quoi la meilleure stratégie? Donc, l'idée, c'est d'avoir des discussions comme ça ensemble. Donc, ça fait le tour de notre présentation d'aujourd'hui. J'ai invité Pascal à se rajouter sur la discussion. Je ne vois pas de questions sur le chat, mais ce serait le moment peut-être de les adresser si vous en avez. Où sentez-vous à l'aise de nous revenir? On comprend là que ce n'est pas nécessairement évident, étant donné le nombre de participants qu'on est. Mais n'hésitez pas à ce moment-là. De toute façon, pour beaucoup, on se parle en temps réel ensemble. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Je voulais faire un point avant de vous laisser aller et commencer votre journée. Je n'avais pas prévu de le faire au départ, mais je voulais vous faire un point sur l'état des vérifications fiscales dans le domaine des crédits d'impôt qu'on voit en ce moment, parce que je pense que ça vaut le coup de resensibiliser l'industrie dans ce sens-là. Je vous rappelle qu'il y a 2 paliers de gouvernement qui sont impliqués dans les demandes de crédit d'impôt R&D, CDAE. CDAE, il y en a qu'un, c'est Revenu Québec. R&D, il y en a 2, il y a l'ARC et Revenu Québec. Je vais faire un petit point sur ce qui se passe avec l'ARC et aussi sur Revenu Québec. Il y a eu la période de grâce dans laquelle tout le monde a beaucoup souffert, qui était la période Covid, dans lesquelles, pendant à peu près 3 ou 4 ans, il n'y a eu aucune vérification sur les crédits d'impôt demandés, à l'exception de cas où l'ARC et Revenu Québec, surtout l'ARC, estimait qu'il y avait une fraude potentielle et donc il y avait des examens virtuels qui étaient faits. Mais en tout état de cause, toutes les demandes de crédit d'impôt passaient comme ça. Là, ça a duré, cet état de grâce-là a duré, je dirais, jusqu'à fin 2023. Là, le bar est fermé et on revoit énormément de vérifications dans le contexte de la RSCDE. On revoit énormément de vérifications, des vérifications très difficiles. Ça, il y a une autre raison à ça, des vérifications avec très peu de volonté de l'ARC d'encourager les gens à pouvoir passer leurs réclamations. Donc, il est fondamental
fondamentale, surtout sur le plan scientifique, de bien présenter, d'avoir des descriptifs de projets très forts, d'avoir une solidité de dossier qu'on s'est peut-être autorisé à laisser aller. Je dis on, je parle de l'industrie, je ne parle pas de nous. Je ne pense pas qu'on est allé là, mais les dernières années, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, jusqu'à fin 2023, on envoyait des dossiers et quels que soient les montants qu'on demandait, quasiment, ça passait. Donc ça, c'est vraiment important. Une autre affaire que je voulais signaler, c'est que la raison pour laquelle est sélectionné les dossiers de crédit d'impôt en général pour des vérifications, on pourrait intuitivement se dire qu'il y a un problème dans la réclamation elle-même, ou la ARC voit un risque dans la réclamation elle-même, ce qui n'est pas faux. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que si vous avez des problèmes de conformité fiscale globale dans vos déclarations d'impôt, là je parle de la T2, hein, des choses des problèmes de conformité, des problèmes de taxes impayées, vraiment des problèmes qui dépassent. À partir du moment où le dossier au niveau des systèmes électroniques de Revenu Québec ou de la ARC est flagué comme étant un dossier à problème, eh bien, ça, le deuxième effet, c'est ça demande une vérification et la vérification, elle est ciblée, il y a eu plus d'argent demandé en retour. Et c'est pour ça que les crédits d'impôt, généralement, se font attaquer rapidement. Ce n'est pas à la base, je dirais, pour une question de R&D déficiente ou quoi. C'est parce qu'en fait, il y a un problème de conformité fiscale dans les dossiers. Donc ça, c'est hyper vigilant là-dessus. Je peux vous donner une autre tangente. On a vu la plus grosse crise économique du dernier siècle, c'est pas la Covid, c'est pas le 11 septembre, c'est les subprimes 2008-2009 qui a engendré une crise économique terrible. Et à l'époque, les entreprises avaient de très très grosses difficultés. Et en réalité, les autorités fiscales étaient en déficit budgétaire de façon massive. Et au lieu d'aider les entreprises, elles sont venues attaquer les réclamations et cotiser. Donc, dans tous les moments où l'économie est difficile et où c'est difficile pour les entreprises, les autorités fiscales ont une attitude de plutôt vous mettre la tête sous l'eau, je suis obligé de le dire, et d'aller relancer les vérifications, refaire des vérifications plus difficiles qu'elles étaient avant, parce qu'eux aussi, ils cherchent beaucoup d'argent. Donc en ce moment, on le sait, il y a un contexte budgétaire au Canada et au Québec avec des problèmes de déficit qui sont importants. Et donc les autorités fiscales ont beaucoup plus mandat d'aller cotiser dans les entreprises que de les aider dans leur démarche. D'où l'importance d'avoir des dossiers très bien montés. Le dernier point sur lequel je voulais vous sensibiliser, Marie-Josée l'a dit, l'intelligence artificielle prend une place dans les décisions politiques au Canada, Québec, en fait dans tous les pays du G7 pour garder un edge technologique sur les pays émergents. L'intelligence artificielle est vue comme quelque chose qu'on ne peut pas, un virage qu'on ne peut pas rater. Et donc, ils encouragent ou ils contraignent ou encouragent, en tout cas dans le cas du CDAE, à pousser les gens à investir massivement dans l'intelligence artificielle. Ce qui ne veut pas dire développer de l'intelligence artificielle. Ça peut aussi dire aller chercher des fournisseurs de services, mais d'inclure de l'intelligence artificielle dans à peu près tout ce qui touche nos processus ou le développement de nos produits. Quand on fait de l'AI, c'est des gros investissements, puis souvent pour nous, c'est très nouveau, c'est très innovant, c'est très technologique, et donc on a un réflexe de vouloir dire j'ai un projet d'AI dans l'entreprise, bah ça je vais réclamer le projet à la R&D. L'ARC screen particulièrement les projets de R&D qui réclament des développements d'intelligence artificielle, et il y a beaucoup de pièges pour bien présenter les projets d'intelligence artificielle à la recherche et développement. En particulier, il y a beaucoup de réclamants qui font des projets qui sont refusés parce que la façon dont ils présentent les projets, c'est d'expliquer qu'ils regardent finalement différentes solutions d'AI pour voir ce que ça peut apporter à leurs problèmes d'affaires ou aux problèmes ultimes de la solution. Et en fait, ils magasinent un peu les technologies d'AI pour leurs besoins. Et ça, c'est systématiquement refusé par la RC. Donc, il y a une bonne façon de bien présenter ces projets-là et ces investissements-là. J'en ai passé tant et plus un, mais il a fallu que je les travaille, que je les pense, que je les présente, etc. Donc, je vous invite, si vous en avez, à m'en parler avant. Donc, ça fait le tour. Donc, le cric des opportunités,
En contrepartie, seuil d'exclusion, certains changements auto sur les gros investissements en R&D qui peuvent être problématiques. Essayez de penser à dire, est-ce que je peux aller en précom un peu plus vite que je le faisais avant? Nous, on va pouvoir vous aider à aller chercher de la dépense là-dessus. Les équipements de R&D, il y a de la documentation de nouveaux processus à mettre en place. Concentrer les recherches et développements sur vos Top Guns plutôt que de faire percoler les dépenses de R&D sur un paquet de personnes dans les entreprises. Ça va être important pour vous pour maximiser vos crédits au CRIC. Dans tous les cas de figure, c'est des changements sur lesquels on a à peu près 1 an à la gang pour s'y préparer. Donc, va falloir améliorer la documentation, modifier la documentation de vos feuilles de temps, de vos processus, du rôle des ressources, des fois des organigrammes. Comment est-ce que l'AI est intégré dans les processus et dans l'entreprise? Il faut le faire maintenant. Il ne faut pas attendre la fin d'année et d'être pris avec l'état de fait et se dire ben, c'est déficient, il nous manque des choses. On essaie de vous sensibiliser maintenant pour venir vers nous maintenant, pour qu'on commence en continu à dire ben, quand on va arriver sur vos fins d'exercice financier 2025, on va avoir mis en place les processus, les outils, les preuves, afin de faire les optimisations qu'on veut faire pour que ces nouveaux programmes-là et ces nouveaux changements, ça ne vous nuise pas, mais au mieux, ça vous garde sur les niveaux de crédit que vous allez chercher et dans le meilleur des cas, qu'on puisse même faire levier dessus et aller vous en chercher plus. Fait que je vous remercie infiniment pour